roman, donc, vous avez ce roman qui s'intitule Leur désir immense, c'est de Léa Lermet et c'est chez l'Iconoclaste. Alors Léa Lermet, elle nous décrit sa vie à travers son arrière-grand-mère. Vous savez, c'est ces bouquins qui sont arrivés là à la rentrée littéraire 2024-2025 et qui racontent leur grand-mère. Voilà. Et leur arrière-grand-mère aussi. Et là, elle nous pose un postulat. Elle va en vacances, c'est la première fois qu'elle va en vacances avec ses fils, jeunes divorcés. Elle va donc dans cette maison de famille qui appartenait à son arrière-grand-mère, en Lozère. Et là, elle va nous décrire, en fait, elle recherche l'histoire de cette grand-mère, parce que son grand-père, donc le fils de cette grand-mère, hein, de cette arrière-grand-mère, a dit qu'en fait, elle était morte habillée d'une robe rouge le long d'une plage, et c'est énigmatique, c'est mystérieux. Et donc elle va essayer de voir un petit peu déjà où elle est enterrée. Donc il y a toute une histoire là-dessus, 3 villages, donc elle va au cimetière, etc. Elle passe par les diocèses, et bon, je vous raconte pas tout. Et puis donc elle remonte comme ça le cours de son histoire, et bien sûr elle s'identifie à ces femmes de sa famille qui avaient une semi-liberté, dont elle a la liberté totale, déjà de divorcer, de se promener toute seule, voilà, d'avoir sa voiture, d'avoir une maison, etc., etc. Et donc, c'est bien écrit. Alors, je suis sur la réserve, car il y a des longueurs. C'est bien écrit, mais il y a des longueurs. C'est son premier roman, donc elle est docteur, hein, elle est docteur sur Clermont-Ferrand. Et donc, cette autrice, je vous dis, à travers son livre, bon, j'ai ressenti des choses, mais pour moi, c'est, ouais, il y a des longueurs. Alors, c'est normal, c'est un premier écrit, on ne peut pas tout exiger. Moi, j'écris pas, donc, mais je vous dis ce que je ressens, hein, pour vous, chers suiveurs, chères lectrices, lecteurs. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'il y a certaines longueurs. Moi, je trouve que je suis resté un peu sur ma faim parce que je suis parasité, pour tout vous dire, par La Maison vide de Laurent Mauvigné, qui est l'un des chefs-d'œuvre absolus quand on veut parler de son arrière-grand-mère et quand on veut parler de la descendance des femmes. C'est très très bien écrit. Là aussi, c'est bien écrit, mais je suis un peu resté sur ma faim. Je suis désolé, Léa. Mais c'est comme prometteur, c'est un super premier roman. Mais j'ai pas seulement adhéré sur tout, mais il faut quand même le lire. C'est pas parce que moi j'adhère pas sur tout qu'il faut pas le lire. C'est pas un frein à la lecture, allez-y. Hein. Donc c'est Léa L'Hermès et Leur désir immense et chez Iconoclaste. Je vais présenter un roman qui s'appelle Beyrouth-sur-Seine de Sabine Goussoub, qui est édité au Point. Et là, donc, Sabine nous raconte l'arrivée de ses parents, du moins de son père étudiant à Paris. Et il se maria avec sa mère, bien sûr. Ses parents vécurent sur Paris. Et il ne pouvait pas retourner au Liban en 1975 car il y avait la guerre. Et donc il nous raconte ce déchirement d'un territoire, de quitter un territoire, de ne plus y aller ou très peu. Et donc Sabine nous raconte l'univers de ses parents, mais aussi son propre univers. Son père a fait une thèse, était professeur, et puis bien sûr Sabine est journaliste, écrivain. Et donc il nous raconte ce Liban lointain à travers les témoignages de ses oncles, de ses tantes, de sa famille, quand il les appelle le soir, en pleine guerre, en plein bombardement. Alors il ira quelquefois bien sûr en vacances, et il nous raconte comme ça cette chaleur un peu libanaise, malgré les difficultés, malgré la mort qui rôde, les bombes qui tombent. C'est un très beau livre, tout en retenue, tout en émotion. Et Sabine nous fait passer ses témoignages, son témoignage, mais les témoignages aussi de ses parents. Dans ce livre, c'est beau, c'est poétique, c'est méditerranéen, dans toutes ses phases, dans toute sa dimension. Des fois peut-être exagération ou pas. Mais c'est à vous de découvrir ce beau livre, ce beau roman, Beyrouth-sur-Seine de Sabine Goussoub, donc édité au Point.
Le roman de Philippe Besson, Paris-Briançon, vous décrit ce voyage que vous faites la nuit quand vous rendez dans une ville en France. Et là, Philippe Besson nous décrit tout doucement les personnages. Vous avez des personnes âgées, vous avez des couples avec enfants, vous avez des célibataires. Et puis vous décrit ces trains. Ce train, vous avez à la fois des places assises, mais vous avez aussi des couchettes à 2, à 4. Et là, il peut y avoir aussi de la promiscuité et il peut y avoir aussi des rapprochements. Et puis tout d'un coup, dans ce roman, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il y a un souci. Et là, ça va twister directement, ça va complètement transformer l'histoire. Et là, nous assistons à du sauvetage. Et on s'aperçoit que la vie ne tient à un fil. C'est à la fois une histoire d'humanité, d'humain, mais aussi de fraternité, d'amitié. Dans les coups durs, donc vous avez un récit à la fois qui est joyeux au début et puis à la fin qui est plus triste. Mais c'est toute la patte de Philippe Besson de vous mettre en œuvre et de vous faire croire que vous êtes à côté de ces personnages, c'est pointu, c'est précieux, c'est très très bien écrit. Je me suis régalée à lire donc le Paris-Briançon, donc aux éditions Julliard, où vous trouvez un petit livre chez Pocket. Le nouveau Lucky Luke, qui est Les Longues Marches de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, c'est son 3e album. Il a repris bien sûr le Lucky Luke légendaire que nous connaissions quand on était adolescent, gamin. Et donc c'est chez aux éditions Lucky Comics. Alors Lucky Luke, toujours Far West, toujours les chevaux, toujours les grandes étendues, etc., etc. Là a pour mission d'escorter un gamin dont la mère est arrivée chez les Indiens suite à un problème, un accident. Et bien sûr les Indiens sont pris l'affection pour la mère, mais aussi ont élevé également le gamin. Et donc les Indiens demandent à Lucky Luke de l'emmener au Canada. Donc on va suivre cette épopée, avec leurs chevaux. Et il y a des images assez sympas, c'est toujours aussi un régal. Vous voyez, c'est vraiment de la BD franco-belge, un classique au niveau du dessin. Et on va parcourir comme ça à travers les montagnes, à travers la neige, à travers ces rivières. Vous voyez, regardez, c'est toujours aussi sympa. Voilà. Et on nous emmène comme ça à travers cette petite histoire. C'est une histoire sympa qui n'a pas de grandes effusions. On est quand même dans un Far West. Il n'y a pas trop de tirs, il n'y a pas de morts même. C'est vraiment très sympa. On va comme ça au fil de l'eau découvrir. On se balade avec Lucky Luke, ce gamin. On se balade, attention, parce qu'il y a comme des dangers, notamment les Dalton, bien sûr, qui poursuivent Lucky Luke. Et ces fameux frères qui sont tellement gauches, qui se prennent les pattes et tombent à l'eau. Vous verrez, je ne vous raconte pas plus. Donc c'est La Longue Marche de Lucky Luke, c'est de Mathieu Bonhomme et c'est aux éditions Lucky Comics. Le Murmure de la mer, donc c'est d'Hippolyte et c'est chez Les Arènes BD. Donc là, ça va nous décrire complètement l'histoire en fait de cette association SOS Méditerranée qui faisait l'aller-retour dans la Méditerranée jusque soit en Grèce ou soit en Italie. Et là, ça va nous décrire déjà comment elle fonctionne, qui c'est qui est recruté, pourquoi des bateaux, qui est repêché. Et il y a quand même des scènes un peu... ils peuvent pas tous repêcher, donc vous avez des noyés en direct devant eux. C'est vraiment très fort, donc ça existe, c'est vraiment une association qui existe. Ils ont vraiment été repêchés des gens qui partaient de Libye ou de Tunisie. Donc ils payaient la traversée, et puis après, les gens qui recevaient l'argent, les laissaient dans des barques complètement pourries, et les 3/4 sont quand même noyés. On peut dire que la Méditerranée est comme le cimetière de ces pauvres gens qui fuyaient les pays d'Afrique en guerre ou en dictature. C'est vraiment, il faut la lire parce que c'est vraiment un témoignage civique, humanitaire. C'est vraiment très très beau. Alors c'est des couleurs pastel.
Alors toute la BD n'est pas comme ça, hein, je vous rassure, mais c'est des couleurs pastel, c'est très très beau. On voit de beaux paysages, on voit la mer, on voit surtout le témoignage, et ils n'hésitent pas à mettre des photos. Je vais essayer de vous trouver des photos de secours. Donc Hippolyte, photographe, dessinateur, je pense, a embarqué sur le bateau, sur un des bateaux, parce qu'il y a plusieurs bateaux. Et voilà, donc là, regardez. Là, il vous montre, en fait, il dit que c'est la honte parce qu'ils sont débarqués en Italie, mais ils sont débarqués devant une décharge. C'est sympa, hein, comme... regardez. Donc là, c'est une vraie photo qui est complètement à l'intérieur de la BD. Vous voyez, donc il y a l'accueil des policiers, il y a les médecins, etc., hein, il y a tout ce qui est secours médical. Et là, il nous met comme quelques photos. Et il nous parle aussi d'un jeune enfant qu'il a pu recueillir du bateau, un bébé. Voilà, il nous parle d'un gamin de 3 ans. C'est émouvant parce que c'est humain, du moins. Il faut avoir un cœur de pierre pour pas sombrer. Voilà, c'est vraiment très humain. Le Murmure de la mer, achetez-le parce que je pense que ça doit soutenir SOS Méditerranée. C'est vraiment très très bien. Donc c'est chez les Arènes, le Murmure de la mer, et c'est d'Hippolyte. Le poids des héros, c'est de chez Casterman, et bien sûr c'est de David Salam. David Salam qui a édité il y a quelques mois la BD Frankenstein. Donc vous voyez, regardez un petit peu, si je vous mets la quatrième couverture, vous voyez que c'est un peu... Il y a des traces, hein, déjà. Donc David nous raconte quoi? David nous raconte sa vie, en fait, donc c'est lui ici, et c'est son grand-père. Il nous raconte la vie à travers de ses deux grands-pères. Ces deux grands-pères espagnols, qui ne se sont pas connus, mais qui ont la même trajectoire, c'est-à-dire qu'ils ont fui la guerre civile de 1936, et donc ils se sont retrouvés dans les camps, parce qu'à l'époque la France les mettait dans les camps, notamment le camp d'Argelès, qui se situait sur la plage d'Argelès. Et donc, ces deux grands-parents ont fondé leur famille, et bien sûr est né David. Et David donc nous raconte toute sa vie, c'est-à-dire de l'enfant jusqu'à maintenant, à travers ses premiers dessins, à travers ses parents, à travers cette petite famille. Et puis on voit ses premiers dessins, on voit les contacts qu'il a eus, ses premières BD. C'est sublime, franchement, honnêtement, vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes dessins que Frankenstein. Vous voyez, il y avait déjà déjà le style Sala. Je suis content parce que je me suis retrouvé sur certains points, surtout historiques. Et voilà, il dessine, et c'est toujours aussi magnifique, regardez. Donc il parle vraiment de ses grands-pères, c'est un témoignage. Franchement, témoignage de ces deux grands-pères, c'était magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, ça m'a parlé. Et quand ça vous parle, c'est que y a quelque chose là-dedans qui est universel. C'est la transmission aussi transgénérationnelle entre le grand-père et le petit-fils. Même si le premier grand-père, je crois que le petit-fils, le David, était petit. Oui, ces couleurs chatoyantes, on est vraiment pratiquement, je vous dis, il y avait déjà matière, hein. Donc David, c'est lui en fait, je ne vais pas montrer. C'est lui David, voilà David là. Et puis on le voit adulte, on voit qui dessine, on voit les premiers contacts, ses premières BD, tout le cheminement du garçon. Vous voyez, regardez, c'est lui plus tard quoi, avec sa fille. Vous voyez, c'est une transmission, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, je valide à 100%. Je pense qu'on peut découvrir les BD de David Sala. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de regret. C'est une histoire limpide. Il creuse les personnages. On sait qui fait quoi, comment et pourquoi ils réagissent, quels sont leurs caractères. C'est magnifique. Donc, c'est David Sala, Le poids des héros. BD, il était une fois en France. Cela reprend toute la biographie, toute l'histoire de vie de Joseph Joanovici, qui est un Roumain juif qui s'extrade en France dans le début du
20e siècle, pardon. Et et là, ça va nous raconter comme un beau bébé, hein, plus de 300 pages, hein, exactement 370 pages. Et donc voilà, ça nous raconte ce Joseph qui arrive en France avec femme, et donc il va, alors il a échappé à un meurtre, hein, il a échappé au meurtre de Juifs en Roumanie, et donc il arrive en France, et puis donc il va reprendre, alors je vous dis pas tout, mais il va reprendre, il va spécialiser en ferraille, et donc il va reprendre l'entreprise de son oncle, et là va commencer l'histoire. C'est un roublard. Il fait partie d'un clan, il est à la fois capable avoir la carte de la Gestapo, de traiter avec les Allemands sur la ferraille, mais aussi capable de monter son réseau de résistance. Donc il va jouer sur les deux, condamné ou pas à la libération, ça vous verrez bien. Et il s'est fait quand même, c'est devenu quand même un milliardaire à l'époque, hein, c'était quand même très très rare, dû justement à ses magouilles de revente de ferraille, et aussi à ces magouilles avec la police. La préfecture de police était parasitée à l'époque, mais tout ça on vous raconte, hein, voilà, je veux que vous découvriez cette BD. Elle est à la fois complexe, belle, on a vraiment, les personnages sont vraiment très très bien décrits, les caractères sont vraiment aussi forts. C'est un homme, alors on peut avoir de l'admiration ou pas, on peut avoir du dégoût ou pas, mais c'est un homme quand même qui a mené sa barque, et qui était capable de ne pas avoir peur dans les moments les plus critiques, notamment avec la Gestapo. Voilà. Donc les dessins sont super, vous voyez, c'est vraiment de la BD, hein, c'est vraiment de la bande dessinée franco-belge, hein, c'est des dessins classiques, mais ça fait le job, comme dirait l'autre. Et franchement, et ben je me suis régalé, quoi. Alors, on va pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a comme un peu de sang. Mais voilà, vous voyez, ça fait un peu comme le cinéma, là, ça fait un peu comme les images de cinéma. Vous voyez, voilà, on fixe un objet, puis là on revient sur le personnage. C'est très très bien dessiné. Et Il était une fois en France. Alors j'ai pas cité les auteurs, c'est Fabien Nury et puis Sylvain Vallée, et c'est chez Glénat. Et c'est une magnifique BD, j'ai beaucoup aimé. La passe miroir, donc c'est le premier tome, c'est-à-dire les fiancés de l'hiver, et c'est chez Gallimard, et là ça va nous raconter en fait une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Alors on est dans un monde qui a été éclaté, c'est-à-dire que Dieu n'a pas été content, il a éclaté les continents, et donc il y a des habitants. Et Ophélie fait partie des lignées familiales. Si vous avez un métier, vous avez toujours le même métier. Et donc Ophélie rencontre son grand-oncle, car elle a besoin de fouiller les archives parce que la famille est spécialisée dans les archives. Et donc son oncle lui dit: mais attends, tu as déjà refusé de mariage avec tes cousins. Elle dit: oui, grand-oncle, je vais être obligée de me marier avec un homme du Nord. Donc c'est une autre communauté qui vient du Nord de la planète. Et puis donc elle est obligée de se marier, et là elle va dans le Nord avec l'une de ses tantes. Et là, elle va vivre des péripéties. Et puis, ils ont chacun des dons. Chaque famille, chaque communauté a le même don. Et si vous mariez un d'une communauté et de l'autre d'une autre communauté, et vous avez les deux dons qui se réunissent dans les futurs bébés. Les images sont sympas. Voyez, regardez, je vous montre un petit peu. Voilà, c'est ça, hein, c'est la planète, c'est le monde. Et alors, le roman, bien sûr, j'ai oublié de dire, c'est Christelle Dabos, qui est une Française, 4 volumes. Donc on suppose qu'on va avoir 4 BD. Les images sont classiques, vous voyez, classiques. Voilà, c'est vraiment de la BD franco-belge, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, moi, je me suis laissé happer. Alors, c'est science-fiction, c'est fantasy. Il y a pas, vous pouvez un enfant de 12-13 ans peut commencer à lire. Alors bon, il y a une question aussi. Voilà, on parle de viol, etc., mais on n'a pas d'image, hein, donc c'est ça, voilà. Donc attention quand même, avec prudence, hein, si vos enfants n'ont pas, bien sûr, entendu ce genre de choses déjà. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça incroyable. Il y a des dessins qui sont magnifiques, et franchement, donc on navigue sur cette
sur ce territoire du Nord. Vous voyez ce dessin là. Alors ça c'est la citadelle, hein. Ils appellent ça la citadelle. Et là c'est là où est bien sûr le roi de l'époque et puis bien sûr le mari de cette Ophélie qui est le surintendant du royaume. Et voilà, et donc je lisais donc Passe-Muraille, c'est de Vanida et c'est chez Gallimard. En manga, c'est Au creux de nos mains de Kirin Tando, c'est aux éditions Naxia. Et donc ça nous raconte cette gamine hein, qui en fait elle vit dans une famille modeste, pas trop d'argent, mais ce qui compte c'est l'amour de ses parents malgré les épreuves, hein, malgré les sujets familiaux comme les difficultés financières, leur divorce, etc. Et il y a vraiment un message d'amour, c'est une tranche de vie, c'est simple, c'est précis, c'est efficace. Franchement, si vous voulez commencer par un petit manga, vous n'êtes pas grand lecteur au devant de l'Éternel et vous voulez pas que ça soit violent, vous voulez des choses simples qui ressemblent à la vie de tous les jours dans certaines familles ou même dans votre propre famille, là vous avez vraiment des choses très très sympas. Vous voyez, le dessin est classique, il n'y a vraiment pas de choses extraordinaires, mais l'histoire, ça fait, quand vous êtes un peu le soir, vous avez envie de pas trop regarder la télé, vous avez envie un peu de flâner, vous avez envie comme ça d'un moment un peu tout doux, et ben il y a celui-ci, c'est Au creux de nos mains de Kirin Tando et c'est aux éditions Naxia. Manga donc, quand je ne serai plus là, de Osamu Yamamoto, et c'est aux éditions Le Lézard Noir. Donc vous avez ici le maître et la chienne, donc, et ce maître est en stade terminal d'un cancer. Et son rôle, c'est de placer cette petite chienne dans une famille au sein d'une institution afin qu'elle ne soit pas directement placée en refuge. C'est un manga où on voit les différents moyens au Japon et la politique de la sauvegarde des animaux, et notamment les chiens, qui, je dirais, vous avez 2 à 3 mois de refuge avant l'euthanasie, et le grand-père donc ne veut pas ça, donc on remonte un peu à la genèse de la découverte de cette petite chienne dans la rue avec sa femme à l'époque qui est décédée maintenant d'un cancer il y a quelques mois. Et donc il raconte comme ça au fur et à mesure l'arrivée de cette petite chienne, ce qu'elle aura apporté au sein de la cellule, au sein du couple. Et lui bien sûr il veut pas que sa chienne soit mise comme ça en refuge et termine sa vie avec une piqûre. Donc c'est à la fois nostalgique, c'est à la fois la complicité entre un homme et un animal. Et là, donc ça nous raconte un peu cette histoire qui est vraiment... vous avez la nostalgie, comme je disais, mais vous avez aussi la peine. Qu'est-ce que va devenir cette chienne? Et puis aussi, vous avez cette maladie de ce monsieur. Et à la fin, il y a un twist. Il y a quelque chose qui se passe. Et vous allez découvrir, je vous laisserai lire bien sûr ce manga. Mais à la fois, il y a le monsieur qui s'éteint, mais il y a aussi une espérance pour cette chienne. C'était Quand je ne serai plus là, de Osamu Yamamoto, et c'est aux éditions Le Lézard Noir. Je vous la conseille fortement. Allez-y, ce manga est magnifique.
manga Afro Samouraï donc c'est l'intégrale de Takeshi Okazaki et c'est aux éditions Panini. Alors là, ça nous raconte en fait dans l'univers du samouraï. Le monde est dirigé par le samouraï 1 et samouraï 2. En fait, ce sont les hommes les plus forts dans le combat. Alors c'est un furio, c'est-à-dire c'est un manga où il y a beaucoup de batailles, où il y a beaucoup de... Le meurtre ultime, c'est la décapitation, décapiter tout le monde avec des grandes épées. Donc là, ça nous raconte en fait un personnage qui a vu son père tué sous ses yeux quand il était gamin. Et devenant adulte, il a tellement combattu qu'il est devenu numéro 2 de ce monde. Alors il y a 1 et 2. Numéro 2 de ce monde, de celui qui se bat le plus et celui qui gagne le plus ou plus fort. Et donc là, bien sûr, il y a toute une histoire, c'est comment déstabiliser déjà le numéro 1 quand on est numéro 2. Et puis aussi, il y a la menace de tout le monde quand on est numéro 2, c'est-à-dire qu'on peut se faire trouer la peau à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu. Et donc, ça nous raconte tout ça. Alors, c'est un dessin... regardez un dessin. Alors les personnages les têtes sont un peu difformes, elles sont un peu allongées, les corps un peu bizarres aussi. Vous voyez, c'est un dessin. Alors il y a un super dessin qui fait une transition entre la vie de l'enfant et la vie d'adulte du personnage principal. Voilà, c'est celle-ci. Regardez. Là, l'enfant passe alors ça fait un peu comme le cinéma. L'enfant passe de l'enfance jusqu'à l'âge adulte là. Et j'ai trouvé ça une transition parfaite. En une page, vous avez tout résumé. Vous avez l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. C'était formidable. Alors, c'est tout en noir, comme ça. Noir, blanc, gris. Alors, je ne vais pas tout montrer parce qu'il y a des choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est numéro 1, entre parenthèses. Enfin, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et puis, quand il y a des meurtres, quand il y a du sang... on voit le rouge. Alors c'est juste la couleur dominante, c'est le rouge. Il n'y a que cette couleur-là qui transparaît d'entre le gris, le noir et le blanc. Alors quoi dire? J'ai trouvé intéressant, les dessins sont très intéressants, il y a quand même beaucoup de violence, alors attention à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de violence. L'histoire est intéressante, mais franchement, je sais pas si je le garderai dans ma mangatech. Donc c'était Afro Samouraï, l'intégrale de Takeshi Okazaki, et c'était chez Panini.